Bien, je me présente, donc je suis Philippe Gory, médecin de formation. Je suis chercheur en économie de l'innovation au GRETA, laboratoire d'économie du CNRS à l'Université de Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler des médicaments orphelins. Alors, qu'est-ce qu'un médicament orphelin? Bon, c'est le terme consacré aux médicaments destinés à traiter des maladies rares, bénéficiant d'un statut particulier, s'accompagnant d'incitations économiques, afin d'encourager la recherche et développement de l'industrie pharmaceutique. En tant qu'économiste de la santé ou économiste de l'innovation, on peut s'interroger quant à l'efficacité de cette législation sur le plan de la santé publique. Mais avant, commençons par donner quelques définitions, faire un rappel historique et analyser la situation actuelle. Maladie rare est le nom donné à des maladies dont l'étiologie est très variée, dont le dénominateur commun est qu'elles ont une faible prévalence, et pour la majorité d'entre elles, il n'existe aucun traitement possible. Elles sont caractérisées par une forte mortalité, souvent une invalidité chronique, avec un impact significatif sur la qualité de vie des patients et de leurs familles. Plus de 5000 maladies sont identifiées et considérées comme orphelines en raison de l'absence de diagnostic et de traitement. Le développement de médicaments pour ces maladies a été longtemps limité par un manque de compréhension des mécanismes physiopathologiques, des contraintes en matière d'essais cliniques, du fait du faible nombre de patients, et du coût d'investissement prohibitif en recherche et développement pour des molécules avec de très faibles potentiels commerciaux. Ainsi, médicaments orphelins, ou orphan drug en anglais, est le terme consacré à ces médicaments destinés au traitement des maladies rares. Suite au scandale de la thalidomide dans les années 60-70, la réglementation de mise sur marché des médicaments a été renforcée aux États-Unis. L'industrie pharmaceutique s'est alors concentrée sur le modèle économique du blockbuster. Progressivement, les médicaments destinés à de faibles populations de malades et donc de faible rentabilité ont disparu du marché. Dans ce contexte, l'association de patients de maladies rares, NORD, pour National Organization for Rare Disorders, a milité aux États-Unis pour une implantation d'une législation adaptée. Alors, pour encourager le développement de ces médicaments, une législation a été effectivement mise en place aux États-Unis en 1983 et suivie par l'Union européenne en 2000. L'introduction de ce statut de médicament orphelin apporte des incitations importantes pour le développement des médicaments pour les entreprises pharmaceutiques. Aux États-Unis, l'Orphan Drug Act définit une maladie rare comme touchant moins de 200 000 Américains. Les critères retenus par l'Agence européenne du médicament, EMA, sont la faible prévalence de la maladie, inférieure à 1 sur 2000 dans la population, sa gravité aussi, et le bénéfice attendu significativement pour les patients. Le statut de médicament orphelin est clairement différent de ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Les mesures incitatives sont à la fois réglementaires et financières. Sur le plan réglementaire, il s'agit d'une exclusivité de marché indépendante du monopole éventuel lié à un dépôt de brevet. Cette exclusivité est de 7 ans aux États-Unis et de 10 ans en Europe. Sur le plan financier, les mesures incitatives sont, par exemple, des subventions de recherche accordées aux États-Unis par le National Institute of Health dans le cadre du programme SBIR, Small Business. Donc, sur le plan financier, ce sont des subventions de recherche accordées aux États-Unis, par exemple, par le NIH, National Institute of Health, dans le cadre du programme SBIR pour Small Business Innovation Research, ou en Europe, dans le cadre des programmes de recherche européens. C'est aussi des réductions de taxes réglementaires liées à la mise sur le marché du médicament, ou même d'un crédit d'impôt accordé aux États-Unis permettant le remboursement de la moitié des frais des essais cliniques. De plus, un accompagnement est offert par les agences de médicaments aux entreprises pour l'élaboration de leur dossier de mise sur le marché. Il s'agit d'un processus réglementaire en 2 étapes. À n'importe quel moment du développement du médicament, un promoteur, entreprise, université, association ou personne physique peut faire la demande de statut orphelin. Mais les avantages liés à ce statut se mettront en place essentiellement à la date de l'AMM. Soulignons qu'un médicament peut faire l'objet d'autant de statuts orphelins différents
que d'indications thérapeutiques différentes, et donc une maladie orpheline peut être la cible du développement de plusieurs médicaments orphelins. Enfin, rappelons que l'exclusivité de marché accordée par ce statut est indépendante du monopole brevet. Ainsi, selon le temps de développement d'un médicament, 7 à 12 ans ou plus, la date de dépôt d'un éventuel brevet protégeant le médicament orphelin, l'exclusivité de marché accordée prolongera ou non le monopole d'exploitation de 1 à plusieurs années, afin de maximiser le retour sur investissement de la recherche et développement. Quel est l'état des lieux? À ce jour, au bout de près de 35 ans de législation américaine en faveur des médicaments orphelins et de plus de 15 ans de législation européenne, la FDA et l'EMA ont accordé respectivement plus de 4000 statuts orphelins aux États-Unis et près de 2000 en Europe. Comme on peut le voir sur ce graphique, le nombre de statuts orphelins est resté modeste au début, avec en moyenne une cinquantaine de demandes annuelles, ici en bleu ciel, jusqu'au tournant des années 2000, date à laquelle, depuis, une forte augmentation des demandes enregistrées en Europe, ici en gris, est observée parallèlement à l'augmentation des demandes aux États-Unis. Toutefois, il faut souligner que seule une minorité de demandes de statut orphelin a abouti à une AMM, plus de 600 aux États-Unis et une centaine en Europe, soit entre 5 et 15% des demandes. Cette législation a contribué à l'élaboration de nombreux produits biotechnologiques innovants, pouvant bénéficier aux patients atteints de maladies rares dans les différentes pathologies. Ainsi, l'adagène a été la première enzymothérapie de substitution mise sur le marché dès 1984 pour traiter le déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine déaminase ou syndrome ADA. Aujourd'hui, la société biotechnologique Genzyme, rachetée par Sanofi, a mis sur le marché des médicaments orphelins pour le traitement de plusieurs maladies génétiques du métabolisme, maladies de Fabry, maladies de Gaucher ou de Pont. De fait, cette législation a soutenu de nombreuses opportunités de relais de croissance pour les firmes pharmaceutiques dont la recherche s'essoufflait ces dernières années. Le modèle d'affaires de ce secteur industriel s'est ainsi transformé du modèle du blockbuster vers le niche-buster comme source de profit, et certain nombre de dérives ont pu être observées. Ainsi, la moitié des médicaments orphelins mis sur le marché sont des thérapies antinéoplasiques. De façon générale, d'ailleurs, l'enregistrement de statuts orphelins se concentre sur un très faible nombre de maladies différentes au regard du nombre de maladies orphelines existantes. De plus, 7 des 10 médicaments orphelins anticancéreux les plus vendus aux États-Unis sont de véritables blockbusters rapportant plus d'$1 milliard de revenus annuels. Certaines molécules, comme le Glivec, ont été lancées sur le marché, protégées par plusieurs statuts orphelins, relevant d'une stratégie de salami slicing, couvrant plusieurs indications thérapeutiques, et donc une population cible agrégée bien supérieure à la prévalence des maladies rares. Dans certaines situations, elles permettent à un médicament à la veille d'être génériqué de prolonger un monopole par l'obtention d'un statut orphelin sur une nouvelle indication. Ce fut le cas du sildenafil, initialement mis sur le marché pour des troubles de la réaction et secondairement utilisé pour le traitement de l'hypertension pulmonaire chez le nouveau-né. Enfin, le coût de traitement associé aux médicaments orphelins oscillerait approximativement entre 1 millier et plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros annuels par patient. Ainsi, la disponibilité accrue de ces médicaments, avec leur coût très élevé, et leur utilisation comme traitement d'état morbide chronique, soulève un débat quant à la soutenabilité de nos systèmes sociaux. Alors, au-delà du nombre de statuts orphelins enregistrés, on peut s'interroger quant à l'efficacité de cette législation sur le développement de nouveaux médicaments. En effet, les effets de cette législation sont peut-être indirects, liés, par exemple, à la révolution biotechnologique, au séquençage du génome humain, aux politiques de soutien de transfert technologique entre universités et entreprises, etc. Par ailleurs, il reste à démontrer qui de l'exclusivité de marché ou du crédit d'impôt est l'incitation la plus efficace auprès des entreprises. Enfin, cette classe de médicaments ne saurait échapper à l'évaluation médico-économique, sauf à craindre une utilisation inadaptée aux maladies rares de méthodes classiques. Malheureusement, en dehors de nombreux rapports de sociétés de consultance, il existe peu de travaux académiques robustes en la matière, et cela a des conséquences sur la prise de décision publique. Fin novembre 2017, le Congrès américain a décidé de supprimer le crédit d'impôt lié au statut orphelin
aux grandes dames des associations de patients.